Agnès Pannier-Runacher, Madame Bonsoir. la ministre de l'Industrie, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir conclure cette soirée autour du courage de transformer. Alors j'ai envie de vous faire une interview, on a peu de temps, il est tard, une interview un peu rapide, 2 questions. Ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Ce qui a été fait, beaucoup a été fait, et bon, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais objectivement, quand on regarde la situation avec une certaine honnêteté, et c'est le cas à la Tribune, je crois, des journalistes de la Tribune, il y a des résultats. Les premiers fruits d'une action qui a été longtemps retardée, qu'on attendait dans le pays, de transformation, de réforme économique et sociale, commence à montrer qu'il y a de la création d'emplois, il y a des relocalisations d'industrie, donc vous devez être une ministre de l'Industrie heureuse de ce point de vue. Mais quand vous regardez tout ce qui reste à faire, et on vient d'en parler, l'aspect encore plus vertigineux de l'aspect de la transition écologique et avec les inquiétudes que cela évidemment provoque, quel est l'état d'esprit finalement que vous avez face à cette question du courage en tant que femme politique, alors, même si ce n'est pas de très longue date, que femme politique aujourd'hui à Bercy? Alors, la première chose, c'est avoir fait plein de choses macro. Ça n'a aucune importance si ça ne se ressent pas dans la vie quotidienne des gens. Mais aucune importance. Et vous l'avez bien compris, ça, hein? Non, puis si vous voulez, c'est un peu la même chose que dans une entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous avez une stratégie qui est formidable, ça n'a aucune importance si elle n'est pas proprement exécutée derrière. Donc, l'idée que le vote d'un projet de loi ou la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres est la clé, l'aboutissement du traitement d'une politique publique ne fonctionne pas. Et nous sommes obsédés par, on en a parlé tout à l'heure, hein, les objets de la vie quotidienne. On est obsédé par le fait qu'il y ait une transformation palpable, mesurable dans le quotidien des gens. Et c'est d'autant plus difficile qu'effectivement, il y a un délai entre le moment où on annonce, le moment où on transforme le cadre juridique permettant de faire et le moment où enfin on peut commencer à vraiment faire. Et c'est pour ça que je suis effectivement une femme heureuse dans l'industrie, parce que j'ai pas besoin de loi pour accompagner des entreprises en difficulté, pour aller chercher des investisseurs à l'étranger, leur expliquer tout le bien qu'il faut penser la France dans l'équivalent de roadshow, parce que vraiment ça s'apparente à ça. J'ai un PowerPoint, je tourne les pages, j'ai évidemment des éléments favorables sur la France, il me pose évidemment des questions désagréables. Vous êtes notre meilleur commercial. Je suis sur le terrain en train de vendre la France, mais la vendre au sens... C'est plus facile aujourd'hui qu'hier, objectivement, vous avez l'impression, on a vu à Choose France... Il y a des faits maintenant. Il y a des éléments positifs, qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Il y a des faits qui marquent la différence. Il y a toujours beaucoup de préjugés sur la France. Il y a des préjugés et il y a des réalités. Il y a des préjugés sur le marché du travail, alors qu'il y a eu une transformation massive au travers du travail qu'a fait Muriel Pénicaud sur les ordonnances travail, sur la prévisibilité de ce que lorsqu'on doit restructurer des entreprises, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui vrai, mais ce n'est pas encore totalement ressenti sur le terrain, et ça fait partie des sujets On reste un peu le pays des grèves quand même, ça demeure un élément négatif pour les investisseurs. Mais pas dans le privé. Pas dans le privé. Mais pas dans le privé. Alors qu'est-ce qui intéresse les investisseurs étrangers? A fortiori, pouvoir circuler quand même, c'est se déplacer, non? Ils prennent rarement le métro, les investisseurs privés, hein, je vous le rassure. Moins souvent que moi. Ça va pas durer très longtemps, dans quelques mois, ça sera derrière nous. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, comme ce qu'il faut faire réforme déjà, c'est matérialiser les réformes et faire en sorte que lorsqu'on baisse les impôts de 5 milliards d'euros d'impôts sur le revenu des personnes physiques, ça se voit sur la feuille de paye de janvier à décembre. Ça, c'est essentiel. C'est que votre enfant de 6 ans, qui est peut-être en difficulté, apprenne plus vite à l'école parce qu'on a mis le paquet sur ce sujet-là. C'est ça la transformation. Premier point. Deuxième point, ce qui reste à faire. Là, on est en train d'essayer non seulement de faire en sorte que les mesures qu'on a prises, la transformation qu'on essaye de mener se traduisent sur le terrain par plus d'emplois, moins de chômage, mais également plus de bien-être de la part des Français. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut lever la tête du guidon parce qu'on a une transformation
assez massive à faire. Vous disiez tout à l'heure tous les défis que nous devons relever dans le cadre du changement climatique. Nous devons relever des défis liés à la transformation numérique. Nous avons des sujets de compétences et c'est les 3 sujets qu'on veut embrasser dans le pacte productif. Alors je vous renvoie à un très bon article dont j'ai compris qu'il allait être distribué à la sortie qui est une interview de Bruno Le Maire sur le pacte productif. Mais au fond, ce qu'on essaye de tracer, c'est comment, en 2030, on ait une économie leader en termes économiques, en ayant pris ce virage de la transition écologique et énergétique, et pas de manière théorique, mais de manière mesurable, et en étant en plein emploi. Et je ne veux pas vous parler de tout ce pacte, mais moi, de ce que j'ai conduit, le groupe de travail industrie. Le groupe de travail industrie, c'est par exemple, on travaille avec 6 à 8 filières, donc elles sont plus ou moins mûres, on va essayer d'arriver avec 8, pour dire comment vous baissez vos émissions de carbone, mais pas à pas. Pas le coup, en 2030, vous faites moins 50% et moins 100% en 2050, mais sauf qu'en 2028, vous avez fait qu'un quart du chemin. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est quelle technologie, quel investissement, comment on peut vous accompagner pour que cette trajectoire carbone, elle soit crédible et on passe de la stratégie au plan d'action. Deuxième exemple, il faut attirer des investisseurs étrangers. On a une complexité administrative. En France, 2 fois plus de temps pour installer des sites industriels que par exemple en Suède, pour obtenir les autorisations. Pourtant, la Suède, c'est pas un droit de l'environnement particulièrement accueillant. Il y a une grande exigence. Eh ben, on s'est saisi de ce sujet-là, que nous remontaient les investisseurs français et étrangers. En juin dernier, on a missionné un député pour nous faire des propositions dans un rapport. Il l'a rendu en septembre. En octobre, on validait les propositions au niveau du Premier ministre. En novembre, on recrutait le chef de projet pour faire toute la partie non législative et pour préparer le projet de loi dont on a besoin pour avancer. En janvier, à Choose France, on proposait des terrains clés en main de plus de 50 hectares pour installer des sites. Donc des terrains clés en main, c'est moins de 10 mois pour boucler toutes les autorisations. Lorsque vous avez une autorisation environnementale, moins de 3 mois pour un permis de construire. Et des terrains de 50 hectares, je peux vous dire que c'est quand même relativement rare. Et ça permet d'accueillir de belles industries, de beaux sites. Et là, en février, demain, je présente un projet de loi qui sera adopté théoriquement d'ici l'été pour permettre effectivement d'aller plus vite pour faire toutes ces mesures qui nous permettent en fait d'être plus efficaces dans la conduite administrative de ces procédures, sans rien changer au droit, ni de l'environnement, ni de l'archéologie préventive, ni de l'urbanisme. Oui, parce que vous l'avez dit, le problème du temps politique, c'est le temps qu'une loi soit votée, adoptée, passe dans la réalité. Finalement, après, les gouvernements passent et finalement, les réformes trépassent. Voilà. Donc, là, l'objectif, c'est de passer beaucoup plus vite de l'idéation à l'exécution et à la réalité. Et c'est peut-être ça, l'interpellation qu'on entendait tout à l'heure sur le climat. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que beaucoup opposent finalement climat, croissance, industrie et lutte contre le réchauffement climatique. Aux États-Unis, par exemple, on peut dire qu'on a vraiment un exemple, un contre-exemple. Alors, est-ce que nous, on peut dire on va prendre un temps d'avance ou alors on est des naïfs qui allons nous faire tailler des croupières par ceux qui ne suivent pas finalement cette nouvelle injonction? Alors, 2 choses. D'abord, il faut toujours se méfier des États-Unis entre le discours et l'action, parce qu'en réalité, ils sont pas très loin de leur trajectoire de Paris, quand bien même ils sont sortis de l'accord. Et c'est un pays intéressant puisque vous avez des dispositifs fédéraux, donc portés par l'administration Trump, en fait, qu'ils n'ont pas remis en question par rapport à l'administration Obama, qui permet d'avoir une incitation fiscale de 35 à 50 $ de la tonne pour de la séquestration carbone. Je veux dire, c'est gigantesque. Donc oui, il se passe des choses aux États-Unis. Donc nous, on doit surtout pas s'endormir sur nos lauriers. D'un discours, on a le sentiment que les entreprises sont engagées. Il est très clair que les jeunes ont pris la mesure du sujet, les consommateurs ont pris la mesure du sujet, les entreprises prennent la mesure du sujet, mais il y a une
nécessaire accélération. Je vous donne un chiffre. L'Institut de formation des administrateurs publiait une étude en décembre en disant 80% des administrateurs ou 85% des administrateurs considèrent que le changement climatique est un sujet stratégique. Super, bonne nouvelle, tout le monde est au courant, etc. 7% des entreprises, et c'est pas les plus petites, hein, puisque c'est l'Institut français des administrateurs, ont fait une étude prospective sur les conséquences du changement climatique sur leur entreprise. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez. Et en même temps... Les 7% sont dans la salle. Hein, voilà. Et en même temps, vous avez une chance potentiellement historique si on sait inventer ces nouveaux process de décarbonation, si on sait, parce que derrière le réchauffement climatique, il y a la question de la biodiversité, il y a la question de votre empreinte sur des matières, des ressources rares comme l'eau, il y a le sujet des pollutions. Tous ces sujets-là, si vous savez inventer finalement une nouvelle façon de produire, demain, vous êtes en capacité de capter non seulement les parts de marché françaises et potentiellement européennes, mais également internationales. Donc il y a une redistribution des cartes sous-jacente pour ça. Et tout l'enjeu d'un gouvernement, c'est comment trouver les incitations et un petit peu l'épée dans les reins pour faire en sorte que cette transformation se fasse à un rythme soutenu sans casser la machine. Parce qu'évidemment, le risque, c'est de vouloir imposer des normes trop rapidement, qu'on ne soit pas capable de tenir, et de se retrouver dans ce paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui, où l'industrie, ces 20 dernières années, a réduit son empreinte CO2 de 40%, l'industrie française. Globalement, notre logiciel de production français a réduit son empreinte carbone de 20%, je rajoute la mobilité, la construction, etc., l'agriculture. Et pourtant, notre empreinte carbone a progressé de 11%. Pourquoi ? Parce qu'on importe plus de produits à contenu de CO2 supérieur à si on les produisait en France. Donc le sujet, c'est, et j'aime beaucoup le point que vous mentionnez, madame, on doit absolument avoir un niveau d'analyse des sujets environnementaux en partant de fondamentaux scientifiques. En partant de fondamentaux scientifiques et en ayant une approche à 360 degrés, parce que... je ne vais pas jusque-là, hein, les amis. La complexité administrative française ne sera bientôt plus qu'une légende. Ça, c'est une promesse de campagne. Non, non. Mais attention, hein, ouais, mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit et je m'engagerai certainement pas sur ça. On va dire que ça, c'est un commentaire. Vous savez, dans les journalismes, il y a ceux qui utilisent les faits, ce que disent les gens, et puis il y a ceux qui les commentent. Donc là, on est dans un commentaire. Vous savez qu'on est au-delà de la 100e place dans le classement du World Economic Forum sur la complexité administrative. Donc moi, mon ambition, c'est de commencer par dire, c'est à l'administration de mettre des interlocuteurs face aux entreprises pour traiter cette complexité administrative. C'est-à-dire j'ai un guichet pour les investissements, j'ai un guichet pour implanter des sites, j'ai un guichet pour accompagner des investisseurs étrangers en France. Voilà. Et je prends sur moi de traiter la complexité administrative le temps qu'on réforme la loi et tout ça. Je reviens sur votre dernier chiffre. Donc vous citez effectivement, on importe aujourd'hui effectivement du carbone. Alors un des grands débats qui n'est pas que français, qui est européen, mais qui participera sans doute de la mise en œuvre de votre pacte productif vert, c'est est-ce qu'on va créer une taxe carbone aux frontières ? Est-ce qu'il faut la créer ? Et à quel horizon on peut espérer le faire et sans que ça soit considéré comme une mesure protectionniste? L'objectif, c'est de créer un mécanisme d'inclusion carbone. C'est pas une taxation, ça a l'air de rien, mais ça veut dire... C'est comme taxe GAFA, faut pas dire que taxe GAFA... Non. Vous savez que la fiscalité, c'est à l'unanimité en Europe. Un mécanisme d'inclusion carbone, c'est à la majorité qualifiée. Ça change beaucoup de choses. C'est facile à mettre en place. Tout à fait. Et alors, à quel horizon on peut penser que ce sujet va venir? C'est un point qui ressort du Green Deal, tel qu'il a été présenté par la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen. Et notre objectif, c'est d'aboutir le plus tôt possible. Et fin 2020 est possible, si on est d'accord pour faire ce travail qui est un tout petit peu complexe. Alors l'objectif, c'est de démarrer sur des biens, on va dire, pas trop transformés ou relativement simples dans leur production, comme l'aluminium, le ciment ou l'acier.
où en plus on a un écart en termes d'émissions de carbone de ce qui est produit en Europe versus ce qui est produit à l'étranger qui est massif. C'est-à-dire on peut espérer un effet de relocalisation plus important d'activité d'une mesure comme ça. On peut déjà espérer de sortir dans cette situation de surcapacité, notamment sur l'acier, où vous avez des tonnages très importants qui sont importés en Europe et qui, notamment de la Chine, pour ne pas les citer, rouvrir de la sidérurgie ou en Indonésie, et qui ont un contenu carbone qui est nettement inférieur au nôtre. Enfin, je veux dire, qui sont plutôt inférieurs, qui est beaucoup plus émet beaucoup plus de carbone. Donc ça, c'est le premier point. Donc sécuriser le devenir de nos sites en Europe, qui sont sous forte tension aujourd'hui, sous grande tension. Et peut-être redévelopper. Mais l'objectif n'est pas de produire pour produire. L'objectif, c'est la concurrence loyale. La concurrence loyale, c'est... Il n'y a pas de raison que les entreprises européennes fassent des efforts pour le monde entier et qu'au moment de gagner les marchés, c'est elles qui perdent parce qu'elles ont fait les efforts et qu'elles ont un coût compétitif de ça. Et c'est l'économie de base. Les externalités positives ou négatives, on doit le retrouver dans les prix si on veut avoir une décision économique dans le bon sens. On dit juste ça. On reste collé serré au principe de l'OMC, collé serré au principe de l'économie de marché, parce que il n'est pas question de faire acte de protectionnisme, mais il n'est pas question non plus d'être dans une naïveté confondante quand il s'agit du marché européen et quand il s'agit d'une concurrence mondiale avec des pays comme la Chine ou comme les États-Unis qui, objectivement, agissent pour gagner des parts de marché et mettre de l'emploi chez eux plutôt que chez nous. Et tout ça est très naturel. On arrive à la fin, alors sous le contrôle de mon ami Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef industrie à la Tribune, qu'on a vu la brillante interview de Patrice Caine, je dirais enfin l'industrie, le changement quand même d'état d'esprit que vous êtes en train de nous décrire, souveraineté européenne, relocalisation, et puis un discours qui n'est plus d'effectisme mais de conquête. C'est ça, en deux mots, la conclusion oui, transformer pour faire revenir l'industrie. Ma ligne et notre ligne gouvernementale, c'est la reconquête industrielle. D'abord parce que c'est une question de souveraineté. Deuxièmement, parce qu'on a une ruse de l'histoire qui s'appelle l'usine du futur et qui permet à des pays à coût du travail élevé d'avoir des gains de compétitivité très importants dans des périodes très courtes. Forestia me disait 12 à 18 mois de retour sur investissement pour des investissements dans l'usine du futur. Du coup, on est repositionné proche d'un marché qui est très intéressant, qui s'appelle l'Union européenne, dans lequel on a quelques facilités de circulation, avec des compétences à capital humain, qui sait potentiellement utiliser l'usine du futur et donc prototyper rapidement, interagir rapidement avec des clients et s'adapter et proposer vite le bon produit au bon prix. Et on voit des relocalisations en France. Alors, là aussi, c'est un combat qu'on ne mène pas seul. On voit l'Allemagne, on voit l'Italie, on voit les États-Unis et la Chine. Les pays émergents sont très largement sortis de l'idée d'être des pays low cost. Mais c'est intéressant parce qu'on est en train de grignoter des points de compétitivité. Et moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est que les entreprises de taille industrielle et les PME s'engagent à toute vitesse dans cette démarche, qui n'est pas qu'une démarche technologique, qui est une démarche managériale, qui est une démarche de capital humain et qui doit être accompagnée. Bon, vous avez bien fait de venir ce soir voir rencontrer une ministre de l'Industrie heureuse. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu à Bercy et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et moi, je vous propose qu'avec Michel, on vienne vous interviewer quand le pacte vert sera un peu plus avancé pour que vous nous en disiez un peu plus. Eh ben, en tout cas, heureuse, mais surtout déterminée. Déterminée parce que c'est assez passionnant de vivre ce moment-là de transformation et de se dire que la main n'est pas si mauvaise et que si on joue bien les atouts, on peut gagner la partie. Merci de ce discours optimiste.